Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Notre invité de ce jour s'appelle Gratien Rukinginikiza. Il vient de consacrer un livre au tout premier président démocratiquement élu du Burundi, Melchior Ndadaye, mais sauvagement assassiné le 21 octobre 1993. Trahison au Burundi, c'est le titre de son livre. Je le reçois. Et pour en parler, Gratien Rukinginikiza, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi avoir consacré un livre au président Melchior Ndadaye? Alors, pourquoi je consacre ce livre 30 ans après? C'est ça. C'est parce qu'en fait, il y avait beaucoup de vérités cachées. Il y avait beaucoup de révélations à faire. Et je me suis dit, c'est toujours dans l'actualité, donc j'attends pour que ça soit au niveau de l'histoire. Et aussi, les Burundais attendaient la vérité. Il fallait savoir pourquoi et comment le président Ndadaye a été assassiné et qui sont les traîtres. Pourquoi et comment le président Melchior Ndadaye a été assassiné? Commençons par comment. Nous sommes le 11 octobre 1993. Le chef du protocole de la présidence et le directeur du cabinet du président de la République vous envoient en mission à l'île Maurice. Vous êtes capitaine de l'armée burundaise et responsable de la sécurité présidentielle. On vous envoie en mission avec un ordre de mission signé du président. Vous n'êtes plus jamais revenu. C'est en mission que vous avez appris que le président était... Alors, il était prévu que je parte en mission avec le président, dans l'avion avec le président. Mais le 11 octobre 1993, je vais à la présidence à 10 h. Le directeur de cabinet, le chef du protocole du président, me dit que le président a décidé que je parte en mission pour préparer la visite. Donc, et je devais y aller aussi avec le beau-frère du président qui m'était imposé. J'ai dit non parce que ce n'est pas lui qui est prévu. Le frère, sa femme. Oui, que je ne dois pas partir avec lui parce que c'est quelqu'un d'autre m'a dit non, c'est sa femme qui demande. Mais après, sa femme m'a dit que non, elle n'a jamais demandé. Et donc, quand je suis parti en mission, je n'avais même pas l'ordre de mission signé par le président. Finalement, je ne l'avais pas. Même l'argent de mission, on m'a prêté de l'argent à la présidence. J'ai signé un prêt de frais de mission. Donc, je suis parti, non pas avec l'argent des missions de l'État, mais un prêt à rembourser quand on va me donner les frais de mission. Avec certains de vos camarades, militaires aussi? Bon, pratiquement avec l'autre. On était à deux avec ce beau-frère du président. Donc, on s'est retrouvés dans cette situation. Je devais prendre l'avion. Et d'ailleurs, on a fait un voyage assez compliqué parce qu'en Ouganda, on a eu des problèmes pour partir, pour continuer la route. Et on a dû payer un peu de bachiche. Votre mission devait s'achever le 21 octobre 1993. Et c'est précisément ce jour-là que le président a été arrêté. Oui, a été assassiné. Donc, le 21 octobre, le matin, on se présente vers 7 h du matin, on se présente à l'aéroport à l'île Maurice pour prendre l'avion. Les Rwandais qui étaient avec nous embarquent, mais nous, on nous empêche d'embarquer. On ne nous dit rien. On se dit finalement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on nous empêche de voyager? Et c'est après, quand on a écouté RFI, qu'on a compris que le président était arrêté, non pas encore tué. Et on s'est demandé même pourquoi on nous empêche de partir. Bon, on ne s'est pas posé beaucoup de questions. Et les Mauriciens nous ont bloqués à l'île Maurice pendant une semaine, pratiquement sans frais de mission. On attendait à l'île Maurice. C'est après une semaine qu'on est parti à Nairobi. Et c'est pendant votre séjour à l'île Maurice que vous avez appris que le président Melchior Ndadaye a été assassiné? Le jour même, le 21, oui, justement, qu'on l'a appris. Revenons au début de l'histoire. Il a été président du Burundi du 10 juillet au 21 octobre 1993. Il a été le premier président démocratiquement élu de votre pays. Après le discours de la Baule, dirons-nous, maintenant pourquoi? Pourquoi a-t-il été arrêté? Alors, il faut replacer les choses dans le vrai contexte. Le président Ndadaye était détenu Hutu. Les Hutus n'étaient pas représentés dans l'armée. Après ce qui s'est passé en 1972, ils ont été presque éliminés au niveau de l'armée. Et les officiers, on ne pouvait pas laisser les officiers entrer. Hutus, les candidats officiers Hutus entraient dans l'armée. Même les hommes de troupes, il y avait très peu de gens qui entraient. Donc, on avait une armée qui était pratiquement composée de l'ethnie Tutsi et minoritaire dans le pays. Et le président Ndadaye, il est rentré. En tant que Hutu, lui, il est Hutu. Il est Hutu. Il est rentré du Rwanda. Il a fait la politique. Et lors des élections, il a gagné les élections à 65%. On ne peut pas dire qu'il a eu toutes les voix des Hutus. Il a eu les voix aussi des Tutsis.
Mais quand il a été élu, le problème qui s'opposait, bien avant, le président Dadaye avait demandé, quand il était encore candidat avant, il avait demandé au président Buyoya de ne pas organiser les élections présidentielles, de dire qu'il soutient le président Buyoya pour qu'il continue pendant 3 ans en tant que président, mais qu'on fasse les élections législatives pour que le président Dadaye soit Premier ministre qui s'habitue à la gestion du pouvoir. Le président Buyoya a refusé. Et donc, du coup, le président Dadaye a mis tous les moyens et il a gagné. Et il a participé à l'élection et il a été élu. Il a gagné les élections. Le problème, c'est qu'il gagnait les élections et il avait les militaires Tutsis qui étaient en face. Le problème qui s'opposait, c'était la sécurisation de son président. Donc, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, moi, avant même que je sois affecté dans sa sécurité, dans la nuit du 2 au 3 juillet 1993, j'étais à la garde ce jour-là. J'ai été attaqué par des commandos. J'avais 35 militaires. Et j'ai été attaqué par un commando qui devait être dans les 80 personnes. Et j'ai pu les repousser. Ce jour-là, il a été sauvé. Il était président élu, non encore investi. Pourquoi, selon vous, a-t-il été assassiné, le président Melchior Dadaye? Alors, il y a eu plusieurs choses. Le président Melchior Dadaye a été assassiné pour plusieurs choses. D'abord, au niveau régionalisme, il y avait, quand on regarde les gens qui étaient impliqués dans le coup d'État, c'était plus les gens de la région du Sud, certains, qui dominaient l'armée. Les autres, des autres régions, nous, on ne dominait pas l'armée, on était presque minoritaires. Il y avait de ça. Deuxième chose, éventuellement qu'il était Hutu. Troisième chose, c'est qu'il peut y avoir des liens. Le président Dadaye, il dérangeait même dans la sous-région parce que c'était un président qui incarnait une sorte de modernité. Je peux vous dire que le président Dadaye, Hutu, oui, il a reçu le général Paul Kagame qui venait directement de la rébellion des Maquis. Il est venu, il a été reçu à la présidence du Burundi alors qu'il était dans les Maquis. Il combattait le Rwanda, le président Habyarimana. Juvenal Habyarimana. Exactement. Et après, il a reçu le président Habyarimana Ngozi. Et d'ailleurs, ce jour-là, j'ai fait la sécurité du président Habyarimana pendant une journée. Vous voyez bien qu'il y avait une sorte d'implication. Le président Dadaye qui voulait être médiateur, qui voulait transcender les histoires d'ethnie, parce qu'il avait refusé de faire les relations. Je suis témoin. Il avait refusé les relations de frère à frère, Hutu, en disant qu'il va faire des relations d'État à État avec le Rwanda. Donc, il y avait un problème aussi, une question ethnique qui pouvait être internationale. Le récit que vous faites de son assassinat est effrayant. On l'arrête le 21 octobre, on l'amène dans un camp et on le tue sauvagement. Alors, moi, il y a ce côté-là, mais ce qui est étonnant, c'est que le président Dadaye, il était commandant en chef de l'armée, bien sûr, en tant que président, oui, commandant suprême. Oui. Et quand il était tué, aucun militaire n'a été blessé. Aucun militaire n'a été même poussé. Ils sont venus. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'échange de tir. Dans un camp militaire de 1000 personnes, avec environ 25-30 blindés, il y a 25 militaires qui sont venus. Parmi les 25, il y avait même quelqu'un de l'ethnie Hutu du président Dadaye. Peut dire. Et quand ils sont venus, ils ont pris le président. Personne ne l'a défendu. Personne n'a osé faire quoi que ce soit. On l'a laissé. Il a été sauvagement assassiné. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ah oui, parce que les détails que vous donnez dans votre livre de son assassinat sont complètement effrayants et inacceptables. Mais pourquoi l'avoir tué? Pourquoi ne l'avoir pas déchu tout simplement ou mis en prison ou mis quelque part? Pourquoi ils sont allés jusqu'à l'extrême, jusqu'à le tuer? Parce que, étant vivant, il devait rester au pouvoir. Il était élu démocratiquement. Personne ne devait assumer le pouvoir. C'est ce qui s'est passé après, justement. Parce que 3 jours après, ils ont laissé le pouvoir, ils ont rendu le pouvoir au Frodebo, au parti du président Dadaye. Ils avaient décimé, ils avaient tué le vice-président, le président de l'Assemblée nationale. Ils avaient tué quelques ministres. Oui. Donc, ils voulaient décapiter le Frodebo. Mais en fin de compte, il s'est passé dans le livre, et je l'explique, pourquoi il y a eu cet échec de coup d'État, pourquoi ils n'ont pas assumé, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ce ne sont pas les massacres qui les ont empêchés, mais c'est un autre problème qui s'est passé au sein de l'équipe qui a fait le coup d'État. Les auteurs de cet assassinat, de ce lâche assassinat, on les connaît, ils ont même été jugés, mais des commanditaires, il y en existe ou pas? On les connaît, mais ceux qui ont été jugés, ce sont des petits militaires, des caporaux, un lieutenant. Les autres, les colonels, qu'on connaît bien. Il y a même l'ironie de l'histoire. Bon, c'est que quelqu'un qui était presque à la tête est devenu
le juge des gens qui ont fait le coup d'État. Qui ont assassiné le président. Vous dites dans votre livre, page 200, le président Melchior Dadaé est mort, incompris même par les siens. Il a été trahi aussi par certains des siens, surtout ceux en qui il avait confiance. Oui, le président Dadaé, c'est un homme qui avait des idées. Moi, je discutais beaucoup avec lui parce qu'il savait bien que je m'intéresse aussi à la politique. Et c'est un homme qui était incompris. C'est un homme, moi, je dirais, un révolutionnaire. Je dirais même de gauche. C'est les gens qui peuvent être comme les Sankara ou les autres. Mais il était incompris dans son propre camp et il est mort incompris. Même aujourd'hui, les Burundais ne connaissent pas beaucoup ses idées. Et malheureusement, c'est ce qui se passe pour plusieurs gens, pour plusieurs révolutionnaires. Quand on lit votre livre, finalement, on se rend compte qu'aucun président n'est à l'abri d'une telle trahison. Ça peut arriver à n'importe quel président, finalement. Alors, la trahison, pour les présidents, souvent, quand il se passe quelque chose, la trahison se trouve en interne, à l'intérieur du corps, à l'intérieur de la sécurité, à l'intérieur des gens qui sont proches du président. Regardez bien ce qui s'est passé pour Sankara, pour les autres. C'est surtout... Il y a le pasteur Jesse Jackson, c'est celui qui disait « Mon Dieu, gardez-moi de mes ennemis, gardez-moi de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en occupe. » Les plus dangereux sont les amis, ce ne sont pas les ennemis. Les plus dangereux, ce sont les amis et non les ennemis. C'est sur cette belle phrase que nous allons finir cette émission. Trahison au Burundi, un récit de 1962 à 1993, c'est le titre de votre livre, Gratien Rukindikiza. Merci d'avoir été notre invité. Merci. C'est la fin, mesdames et messieurs, de notre émission. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.